Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot et puis Pasco Foot. Je suis en compagnie de Marc. Comment est-ce que tu vas? Ça va bien, bonsoir, bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, on va faire la revue du week-end. Voilà, ce qui s'est passé avec nos footballeurs. Je pense qu'on va le faire maintenant chaque lundi. Là, comme ça, on va comprendre un peu plus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Quand on regarde le titre, on dit Génération dorée, gestion plombée. Voilà, ça veut tout dire, hein. Ça, c'est l'image parfaite de notre football actuellement, où on a une génération dorée, on a des gestionnaires qui on ne sait pas ce qu'ils font. Ça, c'est le paradoxe du football ivoirien. On va rentrer en long et en large, et puis, bon, on va parler aussi de pas mal de choses. Bon, première des choses, c'est l'affaire Copie. Voilà, c'est la chronique d'un gâchis annoncé. C'est une bombe qui risque de faire trembler les murs de la FIF. Voilà. Pas mal d'Ivoiriens rêvent de voir Eli Kopi. Parce que Eli Kopi, bizarrement, Marc, il ressemble à Thierry Henry, hein, à son style de jeu. J'ai pas remarqué ça. Sur certains aspects, ouais, notamment sa manière de finir les actions. Devant le but, effectivement, il a dû, notamment sa capacité à enrouler le ballon avec le pied droit, mais sur le côté gauche. Ça, c'est vrai qu'il a du Henry. Après, dans son jeu lui-même, dans ses courses, c'est quand même assez différent. Mais Ouais, c'est différent. il a un style bien à lui, là. Moi, Ouais, c'est il me fait aussi penser à Désiré Doué, à plus d'un titre d'ailleurs, dans sa manière de jouer, mais également dans la manière avec laquelle, malheureusement, ça risque de se terminer cette histoire. OK. Donc, nous, les supporters, on rêve de le voir, hein. Voilà, c'était une pépite lorientaise. Il est à Bournemouth et son père a fait une déclaration, hein. La FIF ne l'a jamais contacté. La Côte d'Ivoire n'a fait aucun effort concret. La Côte d'Ivoire n'a pas présenté de projet clair. Donc, on se pose la question, est-ce que la Côte d'Ivoire a vraiment besoin d'hélicoptères? Et aussi, bon, Internet s'est enflammé et là, il y a des supporters qui disent que chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, on ne court pas derrière les joueurs, c'est les joueurs qui courent derrière nous. La preuve, c'est qu'il a Doué qui a clamé haut et fort son envie de jouer pour les éléphants. On a eu aussi Yann Bowo qui clame haut et fort, on ne l'appelle pas, même Ouma Solé, qui est plus monstrueux que Evan Dika, lui, il a clamé son envie aussi, et c'est zéro. Bon, qu'est-ce que tu penses de cette philosophie? Bah, moi, ce que je pense, c'est que, déjà, pour parler juste de l'affaire Croupi, là, qui a commencé récemment, honnêtement, moi, j'ai beaucoup de mal à croire les rumeurs qu'il y a sur les réseaux. Et quand une affaire comme ça se déclare, je me demande toujours qu'est-ce que, par exemple, le père de Croupi aurait eu à gagner à euh, parler comme ça, en fait, à un TikToker, là, et puis à quelques mois de la Coupe du Monde, il n'a aucun intérêt à boucher l'avenir de son fils. On dit souvent qu'il ne faut jamais cracher sur l'avenir. Admettons que ça ne fonctionne pas avec l'équipe de France. Il faut toujours logiquement, il se garderait en fait une porte de sortie avec la Côte d'Ivoire. Or, en se mettant à dos la fédération, si vraiment il a fait cette déclaration, clairement, il se met à dos la fédération et c'est pas du tout dans l'intérêt de son fils. Donc moi, je crois à la logique des gens et je reste sceptique par rapport à ce que donc le TikToker là en fait nous dit. Parce que on est d'accord que toute cette polémique repose uniquement sur les dires d'un individu qui nous dit que il a communiqué avec le père de Le- Croupi. Mais Mais on a, le père n'a pas encore démenti, en n'a fait. pas démenti. Ça, c'est vrai. Mais la fédération non plus. En fait, c'est ça le gros problème en fait, de cette fédération. C'est que tout se passe dans l'opacité la plus totale. Il n'y a aucune communication, etc. Il y a eu une époque où la fédération affichait clairement les démarches qu'elle entreprenait envers justement Mais est-ce que c'est le même président? C'est ça Pas du aussi. tout, c'est ça le truc. Et justement, en fait, justement, moi j'aspire en fait à ce que la fédération, de nouveau, déjà apprenne à communiquer. Vraiment, cette fédération a beaucoup de qualités, mais si elle a un défaut, et elle en a plusieurs, hein, mais un de ses principaux défauts, c'est vraiment l'absence totale de communication. Ou alors une communication qui laisse vraiment, vraiment à désirer sur plein de dossiers. Encore et toujours, on a ce problème de communication. Et on n'a rien à gagner à cacher les choses. Au contraire même, on fait une démarche envers un joueur, on met carte sur table, et puis si le joueur refuse, et ben justement que les choses soient sues du grand public. Il n'y a aucune raison de cacher les choses. À moins qu'on veuille justement cacher le fait qu'on ne fait absolument rien. Et moi, j'ai toujours tendance à croire que lorsque la fédération justement ne parle pas des démarches qu'elle fait envers les binationaux, envers tel ou tel joueur, c'est juste parce qu'en fait elle ne fait rien et elle se cache derrière cela. Bref, donc Ouais. j'ai du mal encore une fois à croire que le père de Croupi se soit fourvoyé comme ça.
parce qu'honnêtement, il n'avait rien à y gagner. Et deuxièmement, j'aspire vraiment à ce que la fédération prenne les devants et qu'elle indique clairement elle a toujours l'ambition de faire jouer ce joueur qui a un potentiel absolument énorme, hein. À 19 ans, il fait autant parler de lui en première ligue. C'est pas un hasard, hein. Donc, Ouais, c'est vrai, c'est vraiment pas un hasard, c'est vraiment pas un hasard. Le fait qu'il soit aussi fort, première saison, il n'est même pas titulaire, il a déjà plus de 8 buts, c'est quelque chose en fait. C'est absolument. vraiment quelque Après, juste une dernière chose par rapport à ce sujet. Moi, je m'attarde pas uniquement sur le cas Croupi. Le problème que ça me pose, moi, parce que Croupi, à la limite, vraiment, si on veut parler de manière concrète, bien sûr que c'est un très très bon joueur, et on souhaite tout ce qu'il joue pour la Côte d'Ivoire, mais si on regarde en fait tout le vivier que nous avons, honnêtement, je ne pense pas exagérer quand je dis que Croupi, peut-être même, n'est pas titulaire dans l'équipe de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de joueurs. Donc, je ne me bloque pas uniquement sur le cas Croupi. Le problème, par contre, c'est que je souhaite avoir une fédération qui se donne les moyens de faire venir les meilleurs talents. Et de la même manière on n'a pas été capable d'attirer à nous Désiré Doué, je crains qu'on ne soit pas capable d'attirer à nous Eli Kroupi. Et je crains également qu'on passe à côté d'un autre talent qui est en train de venir, à savoir Simon Boisbré. Ce sont trois joueurs au profil très similaire. Et à ne rien faire, et moi je pense que la fédération ne fait rien, vraiment. Je pense qu'elle ne fait pas le nécessaire pour pouvoir les attirer. À ne rien faire, on risque en fait de laisser passer ces trois talents. On a déjà donc perdu Désiré Doué, on risque de perdre chose. Croupi, on risque de perdre Boisbré. Alors que, et évidemment qu'il ne s'agit pas de s'humilier devant les joueurs, il ne s'agit pas de leur courir après même, non. Il s'agit en fait de démontrer, et c'est ce que les joueurs veulent. Alors je vais m'étendre un tout petit peu, ok? Ça va me prendre une minute. Une carrière Ok. professionnelle, ça dure 15 ans, ok? Un joueur, il n'a pas de temps à perdre en fait. Une carrière professionnelle, il a juste 15 ans pour récolter le maximum de titres, récolter le maximum d'argent, récolter le maximum d'expérience, vivre de sa passion, en fait, juste pendant ce cours-là de temps, là, de 15 ans. Ok. Si vous lui faites perdre du temps, je vous confirme qu'il il va faire des choix qui lui permettront de se passer de vous et puis de vivre sa passion, de vivre de sa passion autrement. Quand on parle des binationaux, et notamment des plus talentueux, on parle de joueurs que nous n'avons pas formés, que nous n'avons pas incorporés à nos équipes de jeunes. D'ailleurs, je rappelle à tout le monde que pendant 10 ans, là, de 2013 jusqu'à à peu près 2022, les équipes de jeunes ivoiriens, en fait, c'était totalement, il n'y avait aucune politique en matière de sélection de jeunes. Okay, donc, ce sont des joueurs que nous n'avons pas intégrés au fur et à mesure à nos équipes de jeunes. On ne les a pas formés. On ne les a pas intégrés au fur et à mesure dans nos équipes de jeunes. Et en plus de ça, on voudrait que ce soit eux qui fassent la démarche de venir à nous. Mais non. La France, par exemple, les a formés, les a intégrés à ses équipes de jeunes et elle continue de travailler pour que ces joueurs-là en fait puissent un jour intégrer leur équipe A. Ouais, c'est Par vrai. exemple, un joueur comme Simon Boisbré, il a décidé il a fait le choix un peu incompréhensible de partir en Arabie Saoudite. Malgré ça, la fédération française a quand même envoyé des émissaires en Arabie Saoudite pour l'intégrer à l'équipe des U20 français pour aller jouer la Coupe du Monde U20, par exemple. Et il continue en fait de maintenir le contact avec lui. De la même manière que Croupi est toujours sollicité par l'équipe de France, etc. Je vais prendre un Ouais. dernier exemple. Même la France, vice-champion du monde, qui a gagné 2 Coupes du Monde, qui a un palmarès autrement plus prestigieux que celui de la Côte d'Ivoire. Même la France, lorsqu'elle veut avoir un joueur, elle est prête à tout pour pouvoir l'attirer. Et elle fait ce qu'il faut pour l'attirer. Je vais prendre un exemple. Michael Olise, c'est un joueur qui a été formé en Angleterre. C'est un binational franco-anglais. Ouais. Il jouait dans les équipes de jeunes anglais. Et la France a tout fait pour pouvoir l'attirer et a réussi à l'attirer. Pareil, par exemple, un joueur comme Moussiala, c'est un joueur qui a la double nationalité allemande et Anglaise. anglaise. Il a fait une partie de sa formation en Angleterre. Il a été incorporé, je crois, c'était avec les U15 anglais. Et les Allemands se sont battus pour pouvoir l'attirer. Bref, le football de sélection, c'est un mercato. Les sélections se battent pour attirer les meilleurs talents. Et on peut estimer que voilà, nous, on est trop beau, on n'a pas besoin de courir après les joueurs. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ouais. On va s'asseoir et puis on va continuer de perdre. Quand je vois les Gnabry, des joueurs comme il s'appelle le gars qui joue en Angleterre là, Gay. Gueye, etc. Toute cette flopée d'Ivoiriens que nous avons laissé passer au fil du temps,
C'est inacceptable qu'on continue dans ce sens-là. Pendant un temps, là, on ne voyait jamais d'Ivoiriens, justement, opter pour autre chose que la Côte d'Ivoire. Et là, ça recommence et on se fait piller. Vraiment, Désiré Doué, pour moi, c'est un échec total. J'espère vraiment que la fédération va faire ce qu'il faut pour attirer les Antoine Boni, les Croupis, encore une fois, Simon Boabré. Il faut absolument que tous ces joueurs-là jouent pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune raison qu'on se passe de ces talents-là. Ouais. Bon, c'est vrai, de toutes les façons, on a parlé et ils n'ont pas contacté la famille, donc c'est un sujet qui a déjà traversé en long et en large. Prochain sujet, ça c'est le directeur technique national, Lounis Atab, qui dit en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le talent, mais c'est l'accompagnement du talent. J'ai comme le sentiment que pendant des années, on a des générations qui ont formé des entraîneurs à faire des exercices et ça ne marche plus. Bon, en tout cas, il répète, hein. Ça me fait rire. Notre problème, ce n'est pas le talent, c'est l'accompagnement du talent. J'ai comme le sentiment qu'on a pendant des générations formé des entraîneurs à faire des exercices, c'est-à-dire des professeurs de PS, et ça ne marche plus. Ouais. De toutes les façons, il n'a pas tort. Moi, je suis d'avis avec lui parce que ils sont rares, ces entraîneurs ivoiriens qui sont des grands tacticiens. Moi, je peux en citer quatre. Voilà. Le premier, c'est l'entraîneur de U17, Basiriki Diamati. Le deuxième, c'est l'entraîneur du FC Mouna, Oussou, Israël. Le troisième, c'est André Kofi Romaric. Et le dernier, c'était l'ancien entraîneur de FC San Pedro, quelque chose, Aka Kwame, quelque chose comme ça. Avec eux, au moins, on sait qu'ils sautent du lot, mais le reste, là, franchement, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Et quand on regarde les matchs ivoiriens, on n'y se rend pas compte qu'ils ont mis en place une tactique qui a fait déjouer l'adversaire, qui c'est un bon tacticien, que les gens ont vraiment peur. Il n'y a pas d'entraîneur. C'est vrai qu'il y en a cité quatre, mais il n'y a pas ces entraîneurs, ceux qui sautent vraiment du lot, du wow, wow, wow. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense que c'est bien de mettre le doigt là où les problèmes se trouvent. Après, faut pas non plus exagérer parce que quand on voit les pépites qui sortent du football local, des académies, etc., elles sortent pas du ciel, hein. Ça pousse pas Ouais, dans la terre, etc. Il faut quand même que ces joueurs-là, pour être formés, il faut qu'ils aient des formateurs. Et encore une fois, quand on voit par exemple un joueur comme Yann Diomandé ou Bazoumana Touré sortir de la SEC ou donc pour demander arriver d'Aboisseau, etc., c'est des joueurs à qui des formateurs ont quand même donné le nécessaire pour pouvoir ouais. très vite s'imposer en Europe. Big up, Pareil pour... big up à cette académie d'Awasso, parce que mine de rien, exactement, elle est en train de faire sortir pas mal de pépites. C'est vrai qu'on parle c'est de ça, Jean-Marc Guillou, mais cette académie, ça fait déjà trois, hein. Ça fait déjà trois. exactement, Et il faut exactement. parler de. Donc, tu Ouais, as ça, par exemple, et la même chose, par exemple, pour Zabi Magie, par exemple. Bien sûr qu'il y a les caractéristiques intrinsèques du joueur, etc. Mais on lui a donné quand même le nécessaire pour pouvoir arriver à Reims et puis très vite imposer en fait les choses qui lui ont été enseignées. Donc, je pense quand même qu'il y a il y a de bons formateurs. Mais il a raison, hein. De toute façon, c'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'on l'a nommé. C'est pour ça que la fédération a investi dans le centre technique national. Là, donc c'est une licence CAF, hein, qui est fournie en fait aujourd'hui au centre technique national, si je m'abuse, hein, c'est ça, tu me dis si je me trompe. aucune idée, aucune idée. En tout cas, ils viennent en fait d'acquérir en fait une nouvelle une nouvelle licence là. Et voilà, je pense que le niveau de nos techniciens va progresser. Mais il a raison, hein, il a raison. Encore une fois, c'est important de faire notre autocritique, etc. Mais il faut savoir quand même aussi d'où on vient et ce qu'on a. Et Ouais, honnêtement, voilà, c'est pas non plus le désert total. Sinon, on ne formerait pas aussi autant de bons joueurs, hein. ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que au niveau de, comment on appelle ça? C'est vrai qu'on forme de bons joueurs, mais le football local, en fait, il n'y a pas de tacticiens qui sortent du lot, en fait. Voilà. Donc, bon, on espère qu'ils vont corriger cela parce que, et puis aussi, je ne sais pas si tu as remarqué la semaine passée, il y a la SEC qui a inauguré son Oui, local. Il y a le stade d'Abidjan aussi qui a inauguré aussi un local aussi. C'est vrai que c'est pas comme la SEC, mais c'est déjà un bon début.
Il y a donc quand on résume, dans le football ivoirien, on a le FC San Yam- Pedro, Yamoussoukro Yamoussoukro FC. FC Ouais. Yamoussoukro FC, la SEC Mimosa, le Racing Club d'Abidjan, le Stade d'Abidjan. Ils ont commencé à prendre conscience qu'ils ont besoin d'un local, d'un endroit où il faut vraiment, vraiment, vraiment se former et former les pépites. J'espère que l'Africa va emboîter le pas parce que l'Africa, c'est un des grands de la Côte d'Ivoire. Donc, on espère qu'ils vont revenir au top niveau avec le nouveau président. Toi, tu es supporter, oui, on espère, on croise les doigts. Ben, on voit en tout cas que ça commence à bouger, au moins au niveau de la communication, etc. On les voit quand même un peu actifs au niveau de la marchandisation, etc. Après, on a beaucoup de chemin à parcourir hein, avant d'arriver à pouvoir avoir un centre d'entraînement équivalent à ce qui se fait à Yamoussoukro, à San Pedro. À San Pedro, c'est vraiment impressionnant ce qui a été fait. Bon, pareil pour la SEC, vraiment, ils sont en train d'acquérir quelque chose d'encore mieux que Sol Béni, c'est dire. Ouais, Mais justement, tout ça, en fait, ça montre quand même qu'on est quand même sur le bon chemin. Alors, il y a toujours des critiques, etc., ça, c'est certain. Mais que ce soit au niveau de la structuration des clubs ou au niveau de la. Donc, aujourd'hui, le fait que la direction technique nationale est en mesure de fournir des licences A, CAF et B fédérales, ouais, ça démontre quand même qu'il y a quand même un travail qui est fait. Et voilà, il faut continuer de travailler et de communiquer. Vraiment, c'est très bien justement que le DTN en fait fasse parler de lui et qui communique sur les problèmes qu'il y a et qui communique également sur les réalisations. Et ouais, c'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce qu'on demande. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, bon, on va passer à un prochain sujet. C'est Yann Dimondi, Rock Nation Maxi Del. En tout cas, ça, c'était un feuilleton. Yann Dimondi a signé dans une agence de Rock Nation, une grande agence, une agence qui appartient à un certain Jeezy. Mais paraît-il que c'est une entreprise qui a une grosse entreprise en fait, avec des avocats, des politiciens, des gens qui maîtrisent parfaitement le football. Et là, Max Gradel, son agence Maxidel, a sorti un communiqué pour dire qu'ils sont étonnés du fait que Yann Diomandé puisse signer un contrat alors qu'il est sous contrat. Maintenant, j'avais fait une vidéo, j'avais produit une vidéo sur cela. Il y a eu des commentaires qui ont dit que Yann Diomandé a affirmé que il n'a pas signé de contrat avec qui que ce soit, mais on a vu signer un papier. On ne sait pas si c'est un contrat ou bien si c'est un pré-contrat, on ne sait pas. De toutes les façons, ensuite de cela, il y a eu des commentaires qui ont dit que Mars Gardel a malonisé. Parce qu'ils les ont dit dans les commentaires, il a malonisé Des Bamba. Des Bamba, celui c'est le formateur des enfants de l'Académie Sud-Congo d'Aboisseau, mais Des Bamba et Yann Diomandé. Donc, c'est normal à ce que Yann Diomandé puisse partir. De toutes les façons, Yann Diomandé n'a pas encore produit de déclaration. C'est juste Marc Sidel qui a produit la déclaration. Sur ce sujet, on aimerait avoir ton point de vue. Ben, moi, tout ce que je peux souhaiter, c'est que Yann Dumondé se concentre sur sa jeune carrière dans ce domaine-là, là, dans ce milieu. Il y a beaucoup de rapaces, beaucoup de gens qui vont le détourner de son objectif. Et ce dont a besoin un jeune en début de carrière comme ça, c'est au contraire de stabilité et de ne se concentrer que sur son football. On le voit beaucoup sur les réseaux, à se faire filmer, tantôt en train de distribuer l'argent aux gens, tantôt en train de C'est prendre des c'est- c'est- photos. c'est pas de sa faute. C'est un gars de Yopougon. Ben, Yopougon, Sikouji, et ouais. c'est bien marqué dans les têtes, en fait. On espère qu'il Sauf va. que, sauf que le football, là, c'est pas qu'une histoire de pied, hein. Le cerveau compte pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Ouais, il faut vraiment. D'ailleurs, ça a été sa force jusque-là. Quand il est parti d'Aboisseau, il a fait un tour en Espagne, il est allé aux États-Unis. C'est son club espagnol là qu'il a envoyé là-bas. Il s'est concentré sur ce qu'il avait à faire. Il est revenu. Il s'est pas posé de questions, etc. Et on a vu avec quelle fulgurance il a pu évoluer. ouais, Là, il se laisse entraîner. Alors, encore une fois, c'est des choses qui arrivent en même temps. Un joueur a besoin d'avoir un agent et je peux comprendre que il désire en fait être représenté par une agence qui a un plus grand réseau. Plus le réseau est grand, plus vous avez de chances de pouvoir en fait signer des contrats importants dans des clubs importants, etc. Et moi, je pense que peut-être qu'effectivement, l'agence de Max Gradel voilà, est devenue trop petite en fait par rapport en fait aux perspectives du joueur. Je comprends parfaitement ça. ouais. Mais vraiment, de grâce, Yann Diomandé, que ce soit le dernier épisode de ce feuilleton, là, de cette telenovela naissante, Ouais. Et arrange-toi puis, avec.
arrange-toi à l'amiable avec Max Gradel. Voilà, s'il faut lui verser une compensation, c'est légitime. Débarrasse-toi de cette histoire et par pitié, concentre-toi ensuite sur le football. Moi, je le regardais jouer ce week-end. Alors, bien sûr, c'est juste un ressenti. Mais voilà, j'avais l'impression qu'il était moins flamboyant que ces dernières semaines. Okay. Et Il commence à avoir la si, grosse tête. C'est ben Yakuba. si, Et c'est Yakuba. justement, si tu laisses là, en fait, les choses rentrer dans ta tête, etc., ça va alourdir ton jeu. C'est mécanique. Même un joueur comme Mbappé, avec le talent de Mbappé, quand il s'est laissé distraire avec ses histoires de Suède et de contrat avec le PSG, il était au tribunal avec Paris, etc., on a vu que sur le terrain, il y a eu des répercussions. Quel que Ouais. soit le talent que tu as, si tu te laisses distraire, il va y avoir des répercussions négatives sur ton jeu. Donc, il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas un surhomme. Si Mbappé n'a pas été capable, n'a pas pu être imperméable à ces histoires, c'est pas lui, Yann Diomandé, qui va l'être. Il faut qu'il se concentre sur son football. Il n'a rien prouvé jusque-là. Hein. Il est au tout début, tout début. C'est même pas une star. Ouais, C'est juste un. il n'a rien créé. Exactement. C'est juste un espoir. Donc, et vraiment, la Côte d'Ivoire croit en lui, vraiment. On sait qu'il a un talent incroyable, etc. Et on veut le voir exploser. Et pour ça, la seule condition, c'est de se concentrer en fait sur son football et de laisser les choses extra-sportives là, impacter le moins possible son avenir. C'est vraiment tout ce que je lui souhaite et c'est tout le conseil que je peux lui donner. Ok, parfait. Yann demandé, on a tiré tes oreilles, on espère que tu as compris. Bon, de toute façon, on va l'essayer. De toute façon aussi, on a tous vu que après les déclarations, on n'a plus eu d'autres déclarations. Donc ça sous-entend qu'ils sont en train de régler cela à l'amiable et loin des Absolument. projecteurs. Et on peut Bon, faire confiance là-dessus, excuse-moi juste, à Max Gradel. C'est un ancien joueur, c'est un joueur qui a toujours été très sage et évidemment qu'il ne veut pas le malheur de ce jeune. Il sait ce que ça représente d'être un jeune footballeur, etc. Et je pense ça va faciliter en fait les choses, quoi. ok. Bon, on va parler un peu du championnat belge, hein, parce qu'on a des Ivoiriens qui, mine de rien, ils sont trois qui sont en train de sortir du lot, qui sont en train de faire une belle saison, à l'image de Wilfried Kanga, Parfait Guiagon, Hilarion Goré, Farouk Adekami et Oumar Diakité. Comment tu expliques le fait que Wilfried Kanga n'ait jamais été appelé avec le coach Fayem, sachant qu'il est très en forme? Et puis, penses-tu que le coach va l'appeler? Pareil pour Hilarion Goré, Farouk Adekami, c'est l'un des pépites des White to Dream du Ghana. Ça va nous étonner qu'ils soient appelés, mais ça va nous étonner aussi que Oumar Diakité soit appelé. Qu'est-ce que tu penses de tout ce beau monde? Ben, bon, on ne peut que constater qu'effectivement, dans les cinq, celui qui a le moins de performance est précisément celui qui a été. Toujours celui. Comme tu celui, vois, je t'avais envoyé un vocal pour te dire que le coach Fayem met sa fesse. Tu m'as dit que le coach Fayem met sa fesse, sa pile de toute sa canne, de toute sa vie. Ça, c'est vrai, il a fait sortir sa pile de toute sa vie et on se rend compte que il a les mains liées. Le fait que si on appelle les Oumar Diakité, les séries durant la canne, c'est que il y a d'autres mains comment on appelle, qui ont le mot à dire et on pense que le coach a les pleins pouvoirs. On s'est rendu compte qu'il n'a vraiment pas les pleins pouvoirs. C'est pareil aussi pour les U17. Il y a un colonel, un vice-président de la CAF qui a été pointé du doigt, et de la FIFA, autant pour moi, qui a été pointé du doigt, et il s'est défendu que, pourtant on dit c'est lui qui fait la liste des U17. Si quelqu'un fait la liste des U17, donc ça veut dire que quelqu'un fait la liste des seniors, tu comprends? Donc c'est normal. Ça va nous étonner. Même si Oumar Diakité a un but en une saison, il va être toujours appelé parce qu'il y a son vieux père là-bas. Voilà. c'est possible, hein, c'est possible. Mais moi, encore une fois, je te dis, je me dis toujours que ce sont des acteurs rationnels. Un entraîneur comme Faye, je l'imagine mal se faire dicter sa liste, mais en même temps, C'est le cas. On a tous vu durant la CAN. On a tous vu la liste durant la CAN. Et même on a demandé pour Nicolas Pepi. Il dit que c'est des choses qu'il ne maîtrise pas, que ça vient d'en haut. C'est quelque chose qui vient d'en haut, que toi tu n'arrives pas à poser ton veto pour dire niet. Donc ça comprend que ça veut tout dire. Hein. Ça veut ouais. vraiment tout dire. Mais si c'est le cas, écoute, on a des pyromanes hein, à la tête de la fédération et ils se tirent une balle dans le pied parce qu'en fait, eux-mêmes, ils ont tout intérêt à avoir les meilleurs résultats possibles, donc à avoir les meilleurs joueurs possibles.
Donc, il n'y a aucune raison, effectivement de se priver. Par exemple, un jeune comme Adekami, là, moi, honnêtement, je ne le connaissais pas. Mais tu te rends compte qu'il est capable de jouer à tous les postes de l'attaque. Alors, on va me dire que ce n'est que la Belgique, etc. Et c'est vrai. Mais bon, la Belgique, le championnat belge n'est pas moins bon que le championnat, par Français. exemple, en tout cas, le championnat belge n'est pas moins bon que le championnat néerlandais, hollandais, où notre neuf titulaire, à l'heure, n'a pas réussi à s'imposer. Donc, si un joueur comme Farouk Agami ou même Wilfried Kanga arrive à s'imposer au poste d'avant-centre, donc Kanga, c'est donc 8 buts. Le jeune Adekami, là, c'est mine de rien, cette saison, toute compétition confondue, c'est 4 buts. Franchement, il a été souvent blessé. Il a eu des blessures, souvent il n'a pas été dans l'effectif, etc., à cause de méformes et de blessures, etc. Il n'a pas joué tant de matchs que ça et il a marqué 4 buts. C'est-à-dire que deux fois plus que à Omar l'heure. Diakité. Oui, Ouais, oui, alors, je ne parle même pas d'Oumar Diakité. C'est un jeune qui risque de faire parler de lui dans les prochaines années. Et en tout cas, on ne peut pas demander de toute façon à Faye de sélectionner tout le monde, etc. Il n'y a pas 50 places dans une sélection. Moi, Faye, c'est celui que je critique le moins en fait, dans cette histoire. Moi, j'estime que la fédération ne joue pas son rôle. Et c'est la même chose dans le sujet précédent. Le rôle de la fédération, c'est pas uniquement de gérer l'équipe A, c'est d'avoir des sélections de jeunes qui permettent en fait de baliser en fait le parcours de nos différents joueurs et qui aboutissent ensuite à alimenter en fait l'équipe A. Mais par exemple, pour parler très concrètement, mais on en a déjà parlé plusieurs fois ici. En mars, on a une fenêtre internationale avec 2 matchs amicaux possibles pour les A. Pour l'instant, on n'a qu'un seul qui est organisé. Ok. Donc possiblement, on est censé jouer contre la Corée du Sud également, en plus de l'Écosse, au mois de mars. Est-ce qu'il y a un match amical, au moins un match amical, qui est prévu pour les U23? Non, aucune idée. Tu vois, on parlait de Croupi tout à l'heure. Croupi donc, est un jeune qui joue dans les sélections de jeunes français. Est-ce que tu as une idée du nombre de matchs joués par la sélection U21 française en 2025? À chaque trêve internationale, si on suppose qu'il y a eu 6 trêves internationales, donc ça fait 12 matchs. Alors, tu as tout à fait raison. Entre les matchs amicaux, il y a eu la Coupe d'Europe Espoir et puis une autre compétition aussi qui impliquait les espoirs. Ils ont eu 13 matchs au total sur toute l'année 2025. 13 matchs. L'équipe de France Espoir. Nous, notre équipe de Côte d'Ivoire Espoir, on a joué combien de matchs? On a joué Un un match. match. On Et a perdu encore, c'est pas. 5-0. Et encore, c'est 3-0. Allons doucement. 3-0, non, non, non. Non, en fait, excuse-moi, c'est les seniors qui ont perdu 5-0 contre le Pays-Bas. Exactement. Donc, et encore, donc, c'est les Pays-Bas qui nous ont invités. On a organisé une sélection rapidement. On n'avait même pas d'entraîneur, etc. On a joué un match pendant que l'équipe de France Espoir en a joué 13. C'est ça, avoir un projet sportif. Et quand le père de Croupi dit qu'il veut qu'on lui présente un projet sportif pour son fils, il parle de ça également. C'est la même chose pour Simon Boisbré. C'est ça, un projet sportif. Et des joueurs comme Farouk Adekami, comme des joueurs comme Boisbré, et toutes les pépites que nous avons. Par exemple, je regardais pas plus tard que hier le match Le Havre ils jouaient contre, je sais même plus qui. Ils ont joué contre Strasbourg, en fait. Contre Strasbourg, on a 2 jeunes Ivoiriens. Zagadou, un jeune de 17 ans qui joue libéraux. Ouais, le petit Honnêtement, frère, son grand frère aussi est défoncé aussi. Axel Zagadou, effectivement. Et là, on parle donc du petit frère donc je pense qu'il s'appelle Christen, je crois, un truc comme ça. Bon, un jeune de 17 ans qui joue libéraux en Ligue 1 française. Et il a marqué un but d'ailleurs lors de son premier match en tant que pro. Pareil, il y avait également dans ce même match un libéraux, un latéral gauche qui est capable de jouer piston et même quasiment ailier gauche, Ouais, quelque chose, qui était j'ai très oublié son bon, nom. Kofi, Ouais. alors j'ai plus son nom en tête là. Mais vraiment, j'invite tout le monde à aller voir en fait ce match, ou même ne serait-ce que des vidéos de ce match. Un très très bon joueur. Bon, pareil, lui, 18 ans. Ces jeunes-là devraient être incorporés le plus vite possible dans les équipes de jeunes. Mais c'est sûr que si on ne programme aucun match amical, on ne profite pas des fenêtres internationales justement pour
organiser cette émulation-là là, et faire venir des jeunes. Et je vous dis, à chaque journée, dans les 5 grands championnats, on a une pépite ivoirienne qui sort sa tête de l'eau, Ouais, là, comme ça. il s'appelle Enzo Kofi. Enzo Enzo Kofi, Kofi. exactement. Un très, très bon joueur. Bon, vraiment, voilà. En fait, moi, c'est ça que j'attends de la fédération. C'est précisément qu'elle joue ce rôle-là. Et après, les choses arriveront logiquement, en fait. On n'aura même pas à se poser des questions parce que c'est précisément comme ça que vous montrez, en fait, aux jeunes que vous leur accordez, en fait, de l'importance, et Ouais. que vous comptez sur eux. Mais si, en fait, on laisse les choses aller comme ça, on les laisse chacun dans leur coin s'épanouir, etc. Et puis, d'un seul coup, comme ça, ils reçoivent un coup de fil, voilà, du coach ou bien de Guy Demel. Mais écoutez, il faut absolument qu'on sorte de cet amateurisme parce que on a trop de potentiel, on a un trop gros vivier pour se contenter, en fait, de ce type de méthode. Honnêtement, Ouais. je veux Et pas être puis, critique pour être critique. voilà, Honnêtement, il faut parler. Il nous écoute, en fait. Il nous écoute. J'ai un ami qui, moi, j'avais failli MS. Donc, ça veut dire, si l'ami là m'écoute, c'est que failli MS l'écoute. Donc, tu peux lui dire, tu peux lui Et parler. donc, que ton ami dise bien à Faye, mais est-ce que c'est même pas lui qu'on critique. Honnêtement, là, honnêtement, il fait un travail et on croit en lui. Ok. Et voilà, ça arrive de faire de mauvaises listes. Honnêtement, la liste de Faye a été la pire liste Et toute sa possible. vie. Vraiment, au regard du potentiel, en fait, que nous avions. Ok. Par exemple, quand on regarde un joueur comme Mohamed Diomandé, par exemple, Baba Diomandé des Rangers, c'est incroyable que ce joueur-là n'ait pas été sélectionné alors qu'on a fait venir les séries, etc. Bref, on va pas s'orienter, en fait, dans cette discussion, mais aujourd'hui, on a énormément de possibilités, énormément de talents qui sont là dans les 5 grands championnats, et même on peut ajouter à ça même l'Arabie Saoudite, etc., avec les Simon de Boisbriand et tout. Et vraiment, c'est le rôle de la fédération que de créer une synergie avec toutes les sélections, la sélection A, mais également la sélection U23, et ensuite donc les U19, les U17, et incorporer, en fait, à ces sélections pas seulement des joueurs locaux. Il faut également miser notre diaspora. C'est pas compliqué. Les 2 finalistes de la CAN, ce sont les 2 équipes en Afrique qui ont le plus misé sur leur diaspora. C'est pas un hasard. Le Sénégal et le Maroc sont des exemples à suivre. Nous avons notre propre modèle. Et on a une magnifique formation locale, etc. Évidemment qu'il faut l'encourager et faire en sorte qu'elle continue de produire des fruits. Mais il n'y a aucune raison avec la richesse que nous avons dans la diaspora, avec la richesse que nous avons au niveau des binationaux, on ne suive pas l'exemple du Sénégal et du Maroc. Eux, ils ont une vraie politique de détection. Ils vont dans les centres de formation en Europe. Ils détectent les jeunes, ils les démarchent, ils font toutes les démarches auprès des familles, auprès des agents, auprès des joueurs eux-mêmes, etc. Et ils les incorporent à leur équipe de jeunes. Le travail que réalise la fédération marocaine là-dessus est exemplaire. Ils ont des équipes de jeunes qui sont régulièrement alimentées de jeunes binationaux. Pourtant, le président de la fédération, c'est son ami qui est le président de la fédération marocaine. Donc, il doit Ah avoir ben, au moins ce qu'il fait. et ben c'est ça. Faut suivre les exemples. Et moi, honnêtement, si lors de cette fenêtre internationale, il n'y a aucun match amical organisé pour les U23, bon, ben, ça voudra tout dire. Ouais, Ça voudra là, tout comme ça, dire. tu as le droit de redevenir méchant. Parce qu'on avait dit que tu étais trop méchant, que tu as mis de l'eau dans ton vin, qu'il faut. Tu as Tu le vois, droit ça, de ça, redevenir. ça voudra tout dire. Ça voudra juste dire, en fait, qu'on a un président de cette fédération qui se contente juste, en fait, d'atteindre les compétitions et puis de venir prendre des photos, en fait, l'équipe A, ou alors avec les U17 une fois de temps en temps, comme ça. Non. Ouais. Une fédération, le travail d'une fédération, c'est vraiment au long cours. C'est toute l'année. C'est toute l'année, et il faut que toute l'année, il y ait des matchs amicaux réguliers qui soient organisés pour les U23. À chaque fois que l'équipe A joue, il faut que l'équipe U23 joue. Moi, C'est pas compliqué, c'est comme U23, ça. U20 aussi, U20, même U17. Il faut qu'il y ait Exactement. un regroupement à chaque trêve internationale. Il faut rappeler tout le monde. Ça va donner l'envie à certains binationaux comment on appelle, qui ne savent pas se décider, au moins se disent, bon, si on m'a pas appelé chez les A, au moins je vais aller voir un peu l'environnement, comment ça se passe. On a tous vu les Martial Godot, les Malik Yalkouye, Benzoumana Touré, Yann Diomandé avec les U23. Et ça nous fait plaisir pour voir la relève. C'est là-bas on a connu Kela Douy avec les U23, on a connu Abba Clément, on a connu Béni Traoré. Donc il faut que cela se répète. Christian, allô Christian, tu es là? Bon, on va passer au, Je l'entends pas. on va passer au prochain sujet. On a Abadou qui est arrivé au Besiktas et son
J'ai fait une erreur ici, c'est pas Agbadou, c'est Jérémy Bourgan qui a fait une passe décisive face à la Juventus. Il est rentré et ils ont fait 2-2. 2-2 et franchement, on avait vraiment peur pour lui et on s'est rendu compte que il a son mot à dire en fait. Agbadou aussi a eu une très belle prestation avec Besiktas, c'était le deuxième meilleur joueur de son équipe. Donc on espère qu'ils vont bien commencer. Qu'est-ce que tu en penses de ces deux-là? Ben écoute, en fait, c'est pas que ces deux-là. Justement, je voulais même faire une petite vidéo sur ce sujet. Mais on se rend compte que on a plusieurs joueurs qui ont vraiment très très bien utilisé le mercato hivernal et qui se sont en fait donné la possibilité avec ce mercato hivernal de rebondir. Et Boga est un magnifique exemple, hein. Vraiment, il était dans l'impasse à Nice. Grâce à son agent, il a eu la chance en plus d'avoir en fait une plus-value, hein, en signant dans un club qui est plus grand évidemment que Nice. Vraiment, Non, la mais Juve. oui, c'est vrai que Bourg a une plus-value. C'est juste que Bourg avait envie de retourner en France, hein. Sinon, en En Italie. Italie, il a déjà la cote, en fait. C'est quelqu'un C'est qui ça, et maîtrise ça. il connaît le championnat, etc. Il connaît la culture. Donc ça, Allô? Ça s'entrecoupe, en fait. Allô? Bon, le temps que Marc arrive, Jérémy Bourg connaît la culture. Ensuite, il a joué en Italie, il a joué à Sassuolo. Il était très intéressant là-bas, dans sa fin, de telle sorte que il, c'était bon, c'était bien. Donc, le simple fait qu'il ait fait excusez-moi, fait une passe décisive, ça fait de telle sorte que notre Jérémy Boga commence bien son aventure italienne. Voilà, il n'est plus dans un club moyen, il est dans un club qui va jouer le haut de tableau, il aura son mot à dire, et c'est ça. Allô, Marc, tu m'entends? ah oui, désolé, Ouais, ça a coupé. d'accord. Donc, tu continues, tu peux parler. Ouais. Non, c'est ça. Donc, comme tu dis, effectivement, il aura son mot à dire. Alors, c'est sûr qu'il y a de la concurrence, mais Allô, allô, on m'entend? Oui, on t'entend. on t'entend bien, Christophe. Ok, je peux dire quelque chose par rapport au sujet. Tout à l'heure, je vous écoutais attentivement, rapidement avant de continuer sur le nouveau sujet sur lequel, concernant la fédération, en fait. Vas-y, vas-y. Voilà, moi, je pense que, effectivement, quand on parle de professionnaliser le foot ivoirien et notre fédération, c'est tout cela, en fait. C'est pas juste organiser des matchs amicaux pour l'équipe nationale, se concentrer sur l'équipe nationale. Voilà, le football, là, c'est un projet sur le long terme. Donc, ces regroupements dont vous parlez tantôt, on en a vraiment besoin. Voilà, on n'a pas dit de faire les regroupements à chaque fois qu'il y a des trêves, parce que c'est clair que peut-être qu'on n'a pas les mêmes moyens financiers que les pays européens ou bien la facilité de regrouper les joueurs. Mais au moins une fois sur deux, il faudrait qu'on essaie de regrouper ces joueurs. Et puis, ça permet déjà, depuis les jeunes catégories, que ce soit U18, 21 ou 23, déjà de créer une certaine familiarité, une certaine camaraderie entre les joueurs, entre eux-mêmes. Et ça fait que ça facilite après l'intégration. Et puis, la plupart du temps, tu vois que c'est les mêmes joueurs qui vont monter en senior. Donc, ça fait qu'ils se connaissent déjà plus ou moins. Donc, ça facilite aussi les automatismes sur le terrain, en fait. Voilà. Au lieu de partir attendre, le joueur a peut-être déjà 23 ans. On dit, bon, viens, tu es binational, faut venir. Mais le mec, ici, depuis ses 19 ans, même 18 ans, il est déjà dans l'ambiance de l'équipe nationale. C'est plus facile, au fait. Voilà, on ne demande pas à Idriss Diallo avec ses amis, les Ahmed Ouattara et consorts, de nous organiser des matchs amicaux à chaque rêve. Mais on faudrait qu'on se sente. Et puis, ils n'ont pas arrêté de payer. Il y a des regroupements qui se font, mais les regroupements qui se font, hein, c'est juste que pour des locaux, au fait. Ils font ça sur le plan local parce que peut-être ils n'ont pas envie de dépenser ou bien. Voilà, s'il y a il y a des charges qui doivent supprimer, il y a des billets d'avion de certaines personnes inutiles dans les FIFLA qui doivent annuler pour pouvoir utiliser cet argent pour payer, organiser, même si peut-être si ça ne sera pas au pays, mais peut-être quelque part au Maroc, qui est un peu proche quand même de l'Europe et tout ça, il faut le faire. Voilà, il faudrait que quand même quand on parle de professionnalisme de notre fédération et du football ivoirien, c'est tout ça là, en fait. Voilà, les fédérations sérieuses, on ne se concentre pas uniquement que l'équipe A. Voilà, toutes les fédérations, et on a vu ici avec nos U23 la raison pour laquelle on n'a pas pu se qualifier pour les JO parce qu'ils sont allés récupérer que des joueurs qui n'avaient pas le niveau, il faut se le dire, en fait. Pourtant, il y avait d'autres joueurs qui étaient présents, en fait, qui pouvaient prendre, mais peut-être ils ne voulaient pas effectuer les dépenses. Mais il faudrait qu'on arrête Exactement. cet amateurisme parce que ça, c'est amateur. Voilà, Idriss Diallo, il a au moins plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du football. Donc, il doit savoir quand même comment les choses se font, en fait. Mais venir nous servir ce genre de choses-là, ça nous laisse vraiment sur notre fin. Ça croit qu'il ne fait pas le boulot pour lequel il a été élu.
Voilà, la relève, il y a beaucoup de joueurs dont vous avez cité 17 ans, 18 ans, 19 ans. On ne va pas attendre qu'ils auront 23 ans, 24 ans pour venir les appeler. Quand ils prennent l'équipe de France, les Mbappé et consorts, ils étaient en équipe jeune. Même il y a plein de joueurs ivoiriens qui sont aujourd'hui en équipe nationale, qui ont joué en équipe jeune et française d'abord avant de pouvoir monter. C'est comme ça que ça se passe au fait. Le football, c'est pas magie au fait. Voilà, le football de maintenant, c'est toute une organisation, c'est toute une structure pour pouvoir gagner des trophées. Et c'est ce que le Maroc a fait. C'est vrai que le Maroc a perdu la finale, mais le Maroc, quand tu vois les derniers résultats, demi-finale de Coupe du Monde, finale de Cannes, ils ont remporté, je crois, la Cannes U20, le mondial U20. Voilà, et tu vas voir que ces joueurs-là, c'est des joueurs qui vont continuer de monter en équipe nationale. Et puis, c'est un suivi, au fait. Mais on ne va pas tenter à rester là et puis compter sur le hasard ou bien bon, que Dieu fasse qu'il y a deux bons joueurs ivoiriens là-bas qui pètent. Est-ce que tu as... Vous m'entendez, les gars? Allô, Christian, fini? J'ai fini. Ok, ok, J'ai d'accord. fini. Donc, aux quatre coins de l'Europe, on parlait qu'on a des joueurs qui ont fait des bonnes choses. Mohamed Diomandé, qui a été passé décisif en Coupe en Écosse, Malik Yalkouye, pareil aussi au Pays des Galles. Tout ça, c'est le Royaume-Uni. Evan Guessant, qui a sauvé son équipe, ont délivré une passe décisive à son attaquant et l'attaquant a marqué. Ça fait des telles sortes que depuis un bon moment, Crystal Palace ne gagnait pas. Et voilà, Evan Guessant, passeur, et c'est les premières victoires depuis un long moment. On a Jérémy Boga aussi, passeur décisif. Ça a permis à ce que la Juve prenne un point contre la Lazio. On a Christopher Operi qui a été passeur avec Bassac. Ils sont 6e, 7e, je pense. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Christian. Écoute, voilà, c'est toujours une très bonne nouvelle de savoir que nous avons nos joueurs qui performent en Europe. Voilà, c'est tout le mal que nous on leur souhaite. Et puis, c'est ce qu'on veut au fait. Voilà. Et c'est bien surtout pour ceux qui viennent de rejoindre le nouveau club. Je parle en l'occurrence ici de comment il s'appelle, Evan Guessant, voilà, qui a subi pas mal de critiques. Et là, qui essaie de se relancer du côté de Crystal Palace. Voilà, c'est vrai qu'on attend la finition, mais faire des assists aussi, ça fait partie de son jeu. Jérémy Boga, qui vient d'arriver à la Juventus, gros club en Italie, voilà, qui se met déjà au service du club avec une passe décisive. C'est de bonnes guerres. Malik, et puis Baba, et puis Operi, Operi qui est entre guillemets, mon préféré pour le poste de latéral gauche à l'équipe nationale. Voilà, donc ça fait du bien de savoir qu'on a toujours des joueurs ivoiriens qui performent chaque week-end en Europe. Et c'est tout ce qu'on leur demande, en fait. Voilà, et surtout, on espère que ça va continuer comme ça parce que, il faut le dire, les places seront très, très, très chères à l'approche de la Coupe du Monde. Donc, que tous les joueurs se mettent au niveau et que tout le monde donne le maximum. Ok. Marc, et toi? Mais ce qu'il y a moi, ce que j'ai particulièrement apprécié avec Guessant et Boga, c'est qu'ils ont fait des passes décisives, mais c'était vraiment, ce sont des passes qui ont été cruciales dans le score. Il y avait 0-0 pour Crystal Palace quand Guessant est rentré, et donc il a permis à son équipe en fait d'ouvrir le score grâce à sa passe décisive. Et Boga, lui, il a sauvé la Juve d'une défaite. Il y avait 2-1 quand il est rentré. Et je crois qu'il a fait 18 minutes sur le 18 minutes, 16 minutes de jeu. Et il a été très, 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 très actif. Il a montré qu'il avait vraiment de l'envie, qu'il n'avait rien perdu de sa qualité. C'est une très bonne chose pour la suite. Je ne dis pas qu'il va devenir titulaire du jour au lendemain. Je pense que Guessant a une très bonne carte à jouer, par contre, à Crystal Palace, en l'absence notamment de Mateta. Là. Il jouait, à la différence de ce qu'il avait de son poste à Aston Villa où il était relégué sur l'aile. Là, il a beaucoup plus de mouvement. Il est beaucoup plus à l'intérieur du jeu et ça nous arrange. Hein. Il était davantage en soutien de l'attaquant. Et s'il peut s'imposer dans ce rôle-là, ce sera parfait pour nous parce que c'est exactement à cet endroit-là qu'on a besoin de lui. On a déjà assez de déliés comme ça.
Mais non, c'est très très bien si Boga et Guessin peuvent donner des mots de tête à Faye pour reconstituer sa liste en mars et ensuite à la Coupe du Monde. C'est vraiment de bon augure. Mais moi, c'est ce que je voulais dire, c'est que vraiment, on a eu un très très beau mercato d'hiver. Et il y a vraiment plusieurs joueurs ivoiriens qui ont utilisé ce mercato-là pour pouvoir rebondir. Et donc, que ce soit donc, ceux qu'on vient de citer, notamment Guessin, Boga, ou même, par exemple, Adengra à Monaco, bon, qui a été un peu plus... Il n'est pas décevant, parce qu'en fait, en même temps, il faut qu'il se réhabitue à un nouveau championnat, et le championnat français est rude. Hein. Lui, avec ses petites jambes-là, il va apprendre à recevoir des coups, etc. Mais je pense qu'il a une carte à jouer. Le seul problème, encore une fois, c'est qu'il a besoin de diversifier son jeu. Il a été bloqué sur son aile, il fait toujours les mêmes courses, etc. Les joueurs le connaissent. Donc, progressivement, d'ailleurs, je pense que son entraîneur, en fait, croit en lui et il le fait davantage rentrer à l'intérieur du jeu, plutôt que donc de rester sur son aile. Et je pense qu'au fur et à mesure, il va développer des automatismes avec Balogun et la ligne d'attaque Oui, en fait, monégasque, là. oui, on a vu durant le match qu'il était vraiment isolé, un peu comme à l'équipe nationale où Conan le regarde jouer, c'était pareil aussi le latéral gauche. On espère qu'ils vont créer les automatismes et ça va venir. Voilà. C'est ça, exactement. L'entraîneur n'a qu'à faire rentrer justement Kassoum quand il va développer des automatismes avec son compatriote, justement. Mais donc, que ce soit Adengra, mais également, il y a un joueur auquel. Déjà, là, il y a Seko qui joue, là, justement, aujourd'hui. Alors, il est sur le banc. Mais lui également, il a une carte à jouer. Hein. Le fait de jouer à Porto, de signer à Porto, c'est une très bonne chose pour lui. S'il peut, il peut jouer aujourd'hui. Il joue contre le Sporting d'Ousmane Diomandé. S'il peut rebondir également à Porto, ce serait une très très bonne chose. Mais un joueur, moi, que j'attends beaucoup, j'attends vraiment beaucoup parce que je pense que de tous nos joueurs qui ont animé le mercato, là, c'est l'un des moves les plus porteurs. Il a vraiment une carte à jouer, c'est Ibrahim Diabaté. Ibrahim Diabaté à Alaves. Alors, son entraîneur a dit qu'il avait besoin d'une mise à niveau physique parce que c'est sûr que la Suède et l'Espagne, c'est pas la même chose. Hein. Donc, il lui a donné 2 semaines. Non, et puis, le championnat était arrêté depuis un moment même. C'est ça. Donc, il a besoin en fait d'une réathlétisation, etc. Il lui a donné 2 semaines pour se réathlétiser. Ils en ont besoin. Alaves, c'est une équipe qui joue bien, qui a un bon football, mais ils ont besoin d'un buteur. Et c'est pour ça qu'ils l'ont recruté. C'est précisément pour avoir un buteur. Et donc, c'est vraiment, s'il arrive à s'imposer à Alaves, et puis il ne s'agit pas de marquer 20 buts. Hein. Il a marqué 28 buts en Suède. On ne lui demande pas de reproduire la même chose en Espagne. Ce n'est pas la même chose à la Liga. Mais s'il termine le championnat, ne serait-ce même qu'avec une dizaine de buts ou un peu moins, il aura rempli le contrat. Tout ce qu'Alaves veut, là, c'est d'avoir en fait un joueur dans le style de Diabaté. Ces 28 buts-là, tous ces 28 buts ont été des buts de renard de surface. Il les a tous marqués dans la surface de réparation. Il pourrait donner quelques idées à Faye aussi, hein, s'il arrive à marquer quelques buts. Mais c'est pas compliqué. S'il s'impose en Liga, il n'y a aucune raison que Faye ne le recrute pas pour la Coupe du Monde. Si ça se trouve, en fait, on tient là notre fameux neuf. On ne sait pas, on a appris ce week-end que Boni avait donné son accord, etc. Pas de problème. Mais Ibrahim Diabaté, on a un avancement sous la main. Il a fait le très bon choix de quitter le championnat suédois parce qu'il a fait ses preuves. Hein, et de retourner en Espagne parce qu'il était déjà passé en Espagne. Il a eu l'intelligence devant l'échec de reculer pour mieux sauter. Là, il arrive à 26 ans, prêt à reproduire ce qu'il a réussi en Suède. Il arrive plein de confiance après les 2 bonnes saisons qu'il a fait en Suède. Et j'ai vraiment hâte de le voir à l'œuvre à Alaves. Encore une fois, Alaves, c'est une équipe qui joue bien. Ils ont des bons pourvoyeurs de ballons, etc. Tout ce qui leur manque, c'est un buteur et un joueur de la puissance d'Ibrahim Diabaté. Ok, d'accord. Donc, on va terminer avec Serge Aurier qui est de retour à Lens où tout a commencé. Il s'entraîne avec la réserve pour garder la forme et il enquête d'un nouveau challenge. Il a aussi un très bel accueil de son club formateur qui ne l'a pas oublié. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que c'est bien pour lui de pouvoir trouver. Allô, Christian? Marc, je vais enchaîner avant que Christian revienne. Alors, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ouais, on t'entend là. On t'entend. Donc voilà, je disais tantôt que c'est bien pour lui, quoi. Voilà, maintenant, bon, je ne m'attends pas à ce que à 33 ans, Serge Aurier, il y a un problème de réseau avec Christian.
Bon, On a compris l'idée de toute façon. Je pense qu'on est d'accord, on est d'accord là-dessus. Serge Aurier ne veut pas laisser la faire. Je savais même pas qu'il avait 33 ans. Je pensais qu'il était plus vieux que ça. il est de Euh, 92, donc il va avoir 34 ans. ok. En tout cas, c'est vraiment un choix de passionné. Il veut jouer au football. Bon, écoute, on lui souhaite de pouvoir jouer, vivre sa passion. Et Lens, c'est un club passionné justement, donc voilà, qui s'éclate là-bas. En latéral droit, on a trop de joueurs, que ce soit le titulaire au poste, c'est-à-dire Gueladoué, c'est indiscutable, ok, n'en déplaise à Solio Demandé et compagnie. Le titulaire au poste, c'est Gueladoué, mais Ouais, également effectivement un autre joueur qui a fait son retour d'ailleurs ce week-end, c'est un gros. Sengo à Galatasaray. La concurrence est trop forte, et puis il y a d'autres Vraiment. joueurs qui suivent derrière. Honnêtement, vraiment, moi je le redis, et justement c'est une occasion de le redire. Cette Coupe du Monde là, moi je veux qu'on joue la carte jeune. Je veux qu'on utilise cette Coupe du Monde pour déployer la nouvelle génération ivoirienne. On aura bien sûr besoin de quelques cadres, mais on a d'abord et avant tout besoin de mettre la jeunesse en fait aux commandes. Et donc, c'est un garant à Tonton Fayet en même temps. Faut même pas Ouais. que l'idée de faire venir un joueur Je comme vois les gens Aurier, de 33 ans, 34 ans, 35 ans. lui traverse l'esprit. Évidemment on en a pas besoin. Merci vraiment pour tous les services rendus. C'est l'un des deux seuls joueurs ivoiriens à avoir remporté 2 CAN. Bravo. Mais le terminus est Yeah. déjà arrivé. Ouais, s'il fait Le mec, venir, il il peut ne même va pas faire venir s'imposer en Gradel. Iran. Dans le championnat iranien, attendez. Ah, c'est fini plus là. Et il intègre à Lens, c'est une équipe qui marche très 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 fort. Ça m'étonnerait qu'il puisse avoir L'équipe une place réserve, là-bas, hein. l'équipe réserve. Ouais, c'est ça, Non, en je vérité. pense qu'à Lens, c'est juste pour garder la forme, c'est tout. Hein. Il n'y a Bah oui, pas. bah oui. Ok. Donc, on tire vers notre fin. En tout cas, il y a un verdict, hein. Le bon côté de cette semaine des éléphants, c'est qu'on a eu des buteurs en Belgique, on a des patrons en Turquie, on a pas mal de pépites en Angleterre, et il y a les ambitions du Rock Nation sur Yann Demondé. Mais ce qui n'a Rock pas été, Nation. ouais, Rock Nation, c'est le désert structurel qu'on a dans notre fédération, le manque de Vraiment. diplomatie qu'on a avec Eli Kopi, et puis la formation des coachs qui sont dépassés par les événements, c'est-à-dire ils ne sont pas adaptés aux exigences actuelles, et puis il y a une absence de politique des jeunes. Donc, Oh, c'est vrai, vous avez parlé des croupiers et puis Yann demandé. ouais. Oh, yeah. Ok. Donc, Vas-y. en gros, chacun va donner son point de vue, son mot pour la fin. On a une question pour vous. Est-ce que c'est la faute professionnelle de la part de la FIFA et du staff technique sur l'encadrement des éléphants? Et puis, est-ce que le joueur doit venir par amour de la Ça, patrie? c'est de qui tu parles. Je ne vois pas bien l'entête, en fait. Non, Je on dit, pense, est-ce que c'est une faute professionnelle de la fédération et de son staff technique, c'est-à-dire la formation, l'organisation des matchs des jeunes à chaque trêve internationale? Maintenant, en passant des binationaux, est-ce que le joueur doit venir par amour de la patrie sans aucun effort de la fédération? Maintenant, est-ce qu'il est déjà tôt toi pour renverser la vapeur? C'est ça, tu vas en parler, puis Marc va donner son point de vue. Euh, je pense que faute professionnelle, oui, mais je veux dire que c'est une question d'envie et de vouloir, en fait. Là, tu parlais comme ça, quand Marc parlait de rajeunir l'équipe au niveau de, comment on appelle ça, au niveau de l'équipe nationale qui va se présenter à la Coupe du Monde. Peut-être qu'aussi, va falloir rajeunir aussi la fédération. C'est vrai, malheureusement, c'est pas nous, les Ivoiriens, qui votons. Mais en même temps aussi, quand tu prends des gens comme les CD qui ont 30, 40 ans d'expérience dans le milieu, peut-être qu'ils peuvent avoir encore des idées plus vétustes qui ne sont pas adaptées à nos réalités par rapport à certains candidats, je ne sais pas, comme Trouba, qui ont des idées un peu plus, qui pourraient, voilà, je vais parler aux conditions, qui pourraient avoir des idées un peu plus modernes, tu vois, un peu plus poussées, alors que peut-être Idriss, c'est encore un peu vieux jeu, voilà. Mais peut-être au niveau de la fédération, voir aussi comment aller se former, aller rencontrer les présidents d'autres fédérations, comme tu disais, les amis à l'EPCHA, à prendre des exemples, copier même s'il le faut, voilà, des techniques, des idées qui marchent ailleurs et puis les envoyer. Mais tout commence par une véritable volonté de la fédération. Et cette volonté-là, on ne la voit vraiment pas, en fait, au niveau des équipes. On ne la voit pas. Voilà. Même quand il y a les matchs des U20, des U23, on prend les locaux. Ce qui n'est pas mauvais, il faut donner aussi la chance. Mais ça doit être un mélange des meilleurs joueurs qui sont sur le plan local et puis qui se trouvent en Europe. Voilà, on ne va pas faire une équipe nationale composée juste de locaux et puis après une équipe qui est composée d'expatriés.
Maintenant, après, concernant aussi le cas des binationaux, dit que le joueur doit venir par amour de la patrie. C'est être malhonnête, c'est être méchant. Parce que quand vous prenez des jeunes qui ont été formés, que ce soit en Angleterre, en France ou en Espagne, et pour certains ont connu toute leur formation, leur progression jusqu'à la signature de leur premier contrat professionnel, il y a d'autres mecs qui ne sont jamais partis dans leur pays d'origine. Et puis tu vas lui dire non pour venir parce que tu aimes trop ton pays, le pays dans lequel tu n'es jamais parti. Ça, c'est vraiment voiler la face, en fait. Voilà, ces personnes, il faut les draguer. Voilà, il faut les draguer parce qu'en face de nous, c'est des pays, c'est des gros pays, c'est des pays qui ont mis des moyens pour pouvoir former ces joueurs qui ont quand même, là, tu vois, il peut être. Quand la plupart de ses amis et avec qui il évolue en centre de formation, qu'ils avaient 14 ans et 15 ans, voilà, ils se retrouvent là en U23, en U23 français, et les là vont s'appeler et tout ça, ça lui donne envie. Donc il faut un véritable projet. Voilà, aller rencontrer les parents des joueurs, les agents des joueurs. Voilà, voici le projet qu'on a pour les U23 sur 2 ans, sur 3 ans. Après, il va monter une équipe nationale, Coupe du Monde, Coupe d'Afrique. Voici ce qu'on lui propose. Voilà. Et maintenant, ça peut pousser le joueur à accepter, mais on ne peut pas se baser seulement sur le fait que le gars aime la patrie. Sinon, si c'est ça, là, c'est mieux, on va prendre nos joueurs locaux qui jouent au Sabri Sport de Buna ou bien aussi au Congo. Voilà, on va faire avec ça. Sinon, voilà. Et puis, c'est nous, on a besoin d'eux, en fait. Voilà, donc c'est ça à nous. C'est comme quand tu vas aller chercher une fille, tu traques. C'est ces pépites-là, en fait. Donc, c'est à la fédération de mettre vraiment un système en place, un système vraiment de détection. Il y a tellement de joueurs. Et comment, je me dis que le foot de maintenant, il y a tellement de systèmes qui mis en place qui doivent vraiment faciliter toutes ces choses. On est plus dans les années 1990. Il y a les télés partout, il y a des scouts partout, il y a des vidéos, des caméras partout. Voilà. Il faut juste que la fédération ait cette envie-là de mettre une structure, que ce soit même de 4 ou 5 personnes en Europe. Et voilà, payer des billets pour partir rencontrer, même si le président lui-même personnellement ne peut pas partir rencontrer ses joueurs, mais voir un commando, un guillemets, qui puisse partir et rencontrer ses joueurs pour les draguer afin qu'ils puissent adhérer au projet, que ce soit à partir de 18 ans, 21 ans, 23 ans, il faut le faire, il ne faut pas attendre, il ne faudrait pas qu'on attende. Voilà, il n'est pas trop tard. La dernière question, tu demandais est-ce qu'il est déjà trop tard? Non, il n'est pas encore trop tard. Même le cas et les copines, c'est vrai, on en a parlé, vous en avez parlé déjà sur les réseaux sociaux, ça en parlait, ça dit que non, son père n'est pas trop pour et tout ça. Mais je veux dire que si on fait une remise en question, une remise en soi, et puis le président se décide véritablement de partir parler à ses joueurs, c'est des choses qui sont possibles. Voilà, on va pas s'asseoir là et on va attendre que les joueurs eux-mêmes fassent le pas. C'est l'équipe nationale qui sélectionne, c'est l'équipe nationale qui appelle. C'est pas le joueur qui maintenant, si on appelle le joueur qui n'a pas répondu favorablement, là peut-être c'est une autre histoire. Mais là, est-ce que les pas ont été faits? Est-ce que les contacts ont été vraiment établis? Est-ce que les projets de jeu ont été présentés à ce joueur? Tu vois, une fédération française, par exemple, qui va rencontrer le petit, ils vont lui montrer des projets. Ils voient, et s'il est séduit. Maintenant, est-ce que nous, on a fait ça? Non, nous, on n'a pas dit non, Coupi, il faut venir jouer comme c'est la Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas la Côte d'Ivoire, reste à la France. On ne peut pas même jouer ici. Non, c'est pas comme cela. Il faut prendre en compte le fait que ces jeunes, ils ont grandi là-bas, ils sont nés là-bas, ils sont français, ils sont anglais, ils sont portugais, ou whatever. Donc, on doit tenir compte de cela, en fait. Donc, moi, c'est ce que j'avais à dire. Il faudrait que la fédération se penche véritablement. On ne dit pas que le projet de la fédération soit basé sur les binationaux. Non, mais dans le monde dans lequel on évolue, là, dans le monde, nous-mêmes, nous autres, là, on vit aux États-Unis, on vit en Angleterre, on vit au Canada. Voilà, c'est un melting pot aujourd'hui. Voilà, on n'est pas pointé dans un seul endroit pour dire non, on va se focaliser sur juste des joueurs qui sont à 100% ivoiriens. Voilà, on peut récupérer le maximum de joueurs. Moi, par exemple, je regarde beaucoup le basketball, juste une petite parenthèse. Hier, par exemple, j'ai découvert un Ivoirien, Yannick Conan, mais c'est pas quoi, avec qui a un nom de famille suisse. Bon, voilà, je ne sais pas que le mec avait un côté ivoirien, en fait, il est métis suisseau-ivoirien. Donc, je veux dire que de nos jours, à tout le monde, on peut trouver des joueurs même au Mexique, en Espagne. Il faut faire ce travail de fond, hein, et il faudrait que la fédération se donne aussi les moyens pour que, du même, on puisse, si notre objectif est vraiment de remporter des trophées, c'est quelque chose, c'est un sacrifice qu'il va falloir faire. Merci. Ok. Marc, rapidement, en 3 minutes, tu réponds et puis on va clore les débats. Allô, Marc, tu as coupé ton micro. Allô, Marc. Bon, je pense qu'on a déjà parlé en long et en large. En tout cas, merci Christian d'avoir donné ton point de vue. C'est peut-être une faute professionnelle de notre fédération et du staff technique, mais s'ils ont découvert le foot, c'est-à-dire ils vont corriger cela. Maintenant, le joueur doit venir par amour de la patrie, sans aucun effort de la fédération.
il faut faire un effort. Voilà. C'est parce qu'il y a des joueurs qui vont dans les clubs, c'est pas par amour du club, mais voilà. Donc, si on veut vraiment, c'est que c'est le cas qui nous fout, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas laisser les joueurs faire les efforts. La fédération doit faire les efforts. Maintenant, il n'est pas trop tard pour renverser la vapeur parce que on peut Tu m'entends, Pascal? continuer. Oui, j'étais en train de Allez, clore. vas-y. Oui. Vas-y. Non, j'ai fini. Non, tu peux donner ton mot de la fin. Oh, écoute, je voulais juste dire une chose avant qu'on se quitte. Déjà, je suis totalement d'accord avec Christian et avec toi. Christian a vraiment donné en fait tous les éléments moi auxquels je pensais. La seule chose que je voulais ajouter et qui me semble très importante, on a parlé de Didier Drogba, mais justement, où sont nos légendes là? Les Drogba, les Yaya Touré. Je sais qu'il y a des rivalités avec Idriss, etc. Et même entre eux. Mais en fait, justement, on devrait être capable d'avoir en fait une fédération qui utilise toutes les forces. Recevoir un appel de Didier Drogba quand on a un jeune de 19 ans, un appel de Didier Drogba qui vous incite à vous engager pour la Côte d'Ivoire, ça a un tout autre effet que de recevoir un appel de Guy Demel. Avec tout le respect que j'ai pour Guy Demel, c'est un adjoint vraiment fabuleux. Mais c'est le rôle en fait de Didier Drogba, c'est le rôle de Yaya Touré que de venir prêter main force justement à la fédération. Et par là même, justement, ils démontreraient en fait leur engagement pour la Côte d'Ivoire. Et ce serait ils se légitimeraient justement ensuite, s'ils ont des ambitions pour devenir ensuite président de la fédération, etc., qui commencent par là. Alors que là, en fait, ils sont totalement étrangers de tout le processus. C'est leur rôle, justement, de jouer sur ce lien là, intergénérationnel. Et donc, vraiment, ce serait tout à leur honneur. Je sais que ça ne se passera pas d'ici la Coupe du Monde, malheureusement. Mais on ne se rend pas compte à côté de quoi on passe. Normalement, en Côte d'Ivoire, là, on devrait avoir une défense centrale, par exemple, Franck Guéhi, enfin, en tout cas, même pas, parce que en matière de défense centrale, on a ce qu'il faut, mais on aurait dû avoir des joueurs comme Gnabry, par exemple, dans notre équipe nationale. En tout cas, il n'y a aucune raison que aujourd'hui on n'ait pas tous les talents qui sont disponibles, c'est-à-dire les Eli Kroupi et Yohan Boni, par exemple, en attaque. Il n'y a aucune raison que on ne soit pas capable d'attirer des Simon Boisbré, par exemple, ou en tout cas, par exemple, le jeune là, de Reims là, qui va signer à Leipzig, j'espère vraiment que Abdul Koné, il n'y aura aucun problème à ce qu'il joue pour la Côte d'Ivoire. Bref, il faut qu'on ait une vision et qu'on soit proactif, qu'on intercepte les choses en fait, et qu'on les anticipe. Et qu'on cesse de se retrouver toujours avec les mêmes éternels débats là, de savoir est-ce qu'il aime assez la Côte d'Ivoire, est-ce que ça suffit là, ces débats archaïques là. On aime tous la Côte d'Ivoire, il n'y a aucun problème. C'est juste que par contre, encore une fois, une carrière professionnelle, ça ne dure que 15 ans. Les jeunes n'ont pas de temps à perdre. Donc si on n'a pas de projet à leur présenter, évidemment qu'on va se planter. Et encore une fois, les DJ Drogba, les Yaya Touré, etc., ont un rôle à jouer là-dedans. Ça doit être eux qui démarchent. Ça doit être eux qui convainquent en dernier ressort. Ok. De toute façon, ça c'est un long débat et on peut faire 24 heures même en parler de ça. En tout cas, c'est ça. Donc, je vais dire merci à Marc, merci à Christian d'avoir intervenu. Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces sujets qu'on a débattus, cher abonné? Et puis, on se dit à très bientôt pour une autre analyse, un autre débat.